Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un bilan concernant le deuxième chapitre de la première unité, intitulé Le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. Alors, lors du chapitre précédent, on a vu comment la cellule libère la molécule d'ATP à partir de la matière organique. Aujourd'hui, on va voir donc un exemple des activités qui consomment cette énergie ATP et plus précisément, on va voir donc l'utilisation de cette ATP par le muscle strié squelettique. Donc, pourquoi squelettique? Donc, car ce sont des muscles qui sont reliés au squelette et ce sont donc les responsables donc de la locomotion du corps donc chez les êtres humains et chez les autres vertébrés. Par exemple, lorsqu'on passe d'un état d'extension de l'avant-bras à un état de fléchissement de l'avant-bras, donc on assiste à un relâchement du triceps avec une contraction du biceps qui se raccourcit. Ainsi, on parle d'une contraction musculaire. Les deux situations consomment de l'énergie, car lors de l'extension, on assiste à une contraction du triceps, alors que lors de la flexion, on assiste à une contraction du biceps. Donc, les deux situations consomment de l'énergie. Donc, lors des deux situations, on assiste à une conversion de l'énergie chimique ATP en énergie mécanique qui se manifeste par la contraction des deux muscles. Donc, les deux muscles sont appelés des muscles antagonistes car elles ont deux rôles opposés. À travers notre chapitre, on va répondre à quelques questions. Donc, quelles sont les suivantes? Quelles sont les structures qui permettent aux muscles striés de se contracter? Et comment se fait la conversion de l'énergie ATP en énergie mécanique? Et quel est le mécanisme détaillé de la contraction musculaire? Et comment peut-on régénérer l'ATP, l'énergie chimique nécessaire à la contraction musculaire lors d'une contraction qui perdure dans le temps? Voilà, on commence par l'étude de l'activité musculaire. Donc, pour étudier l'activité musculaire, on a recours à un myographe donc, qui permet d'enregistrer l'activité musculaire lors d'une excitation ou lors de plusieurs excitations. Donc, lorsqu'on excite un muscle, donc il se réagit par une secousse musculaire, il se réagit par une contraction musculaire. Donc, le tracé qu'on obtient donc, au niveau du myographe est appelé un myogramme. Donc, il correspond donc à la secousse musculaire qui suit l'excitation. Donc, cette réponse ou cette secousse musculaire est composée de différentes étapes. Donc, A, c'est le moment de l'excitation. AB, c'est le temps de latence. BC, c'est la phase de contraction durant laquelle le muscle se raccourcit. La phase CD, c'est la phase de relâchement, durant laquelle le muscle retrouve ses dimensions initiales. EC correspond à l'amplitude de la contraction. Alors, en fonction du protocole expérimental suivi, donc on obtient des myogrammes différents. Donc, lorsqu'on excite une seule fois avec une excitation efficace, on obtient un myogramme sous forme d'une secousse musculaire isolée. Lorsqu'on applique deux excitations successives qui sont suffisamment éloignées dans le temps, on obtient des secousses musculaires qui sont séparées. Par exemple, j'excite à ce moment, donc par l'excitation S1, donc j'aurai donc ma secousse musculaire. Lorsque le muscle retrouve ses dimensions initiales, j'excite une deuxième fois, donc j'aurai une deuxième secousse musculaire qui est comparable à la première. Ce sont deux secousses musculaires identiques avec les mêmes caractéristiques. Si on applique les deux excitations successives, mais qui sont rapprochées dans le temps, donc on aura ce qu'on appelle donc une fusion incomplète des deux secousses musculaires. Par exemple, j'excite
par l'excitation S1, j'aurai donc une secousse musculaire. Donc, lorsque le muscle retrouve ses valeurs initiales, j'excite une stimulation par une stimulation S2. Donc, le muscle se contracte. Donc, lorsque la phase de contraction s'achève et lorsque le muscle rentre dans la phase de relâchement, j'excite une troisième excitation, S3. Donc, j'observe que la tension du muscle augmente, puis donc le muscle se relâche. Donc, si on compare donc cette réponse avec la première, on constate que la deuxième donc est sous forme de deux secousses musculaires partiellement fusionnées. Pourquoi partiellement fusionnées? Parce que donc la deuxième excitation, c'est-à-dire S3, hein, est appliquée lors de la phase du relâchement, hein, du suite donc à la deuxième stimulation. Donc c'est une fusion incomplète, c'est une fusion partielle des deux secousses musculaires. Si les deux excitations sont très rapprochées dans le temps, par exemple dans ce cas, donc j'applique donc la stimulation S2, hein, donc il y a la première stimulation, donc le muscle donc se contracte. Durant la phase de contraction, j'applique une excitation, l'excitation suivante. Donc je constate que le muscle répond par une tension très importante par rapport à celle observée lors d'une excitation isolée. Donc ici, c'est une réponse due à la sommation des deux stimulations S2 et S3. Donc on parle d'une fusion complète des deux secousses musculaires. Lorsqu'on applique plusieurs excitations successives, donc la réponse du muscle donc change en fonction de la fréquence de l'excitation. Lorsque la fréquence est très faible, lorsque je parle de la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'excitations par unité de temps. Donc lorsque la fréquence est très faible, donc je constate que les muscles répondent par des secousses musculaires qui sont donc isolées. Lorsque la fréquence d'excitation atteint 20 excitations par seconde, je constate que le muscle répond par des secousses musculaires qui sont partiellement fusionnées. Dans ce cas, je parle du tétanos imparfait. Pourquoi un tétanos imparfait? Parce que donc, cette fréquence permet d'exciter le muscle lors de la phase du relâchement due à la première excitation. C'est-à-dire que l'excitation ou la stimulation suivante est appliquée lors de la phase du relâchement due à la première excitation. Lorsque la fréquence d'excitation atteint 50 excitations par seconde, je constate que les secousses musculaires sont totalement fusionnées. Je parle de tétanos parfait. Pourquoi donc un tétanos parfait? Parce que les excitations sont très rapprochées dans le temps. Donc j'applique l'excitation suivante lors de la phase de contraction due à la première excitation. Donc la nature du tétanos dépend donc du moment dans lequel on applique l'excitation suivante. Alors on passe à la notion de la fatigue musculaire. Donc pour cela, on va appliquer une série de stimulations sur le muscle du mollet pendant une durée très longue, de sorte que la stimulation suivante n'est appliquée que après l'achèvement de la secousse précédente. Afin d'obtenir une superposition des enregistrements, on règle la vitesse de rotation du cylindre de telle sorte qu'une excitation unique se produit à chaque tour et les résultats sont représentés dans la figure A. Donc, à la fin de l'expérience, on obtient des secousses musculaires qui sont plus ou moins confondues, mais avec quelques différences. Par exemple, si on prend la première secousse musculaire due à la première excitation et la secousse due à la dernière excitation, donc on constate que la secousse due à la dernière excitation a une amplitude très faible par rapport à l'amplitude de la première secousse musculaire. Une deuxième différence, le temps de relâchement ou la durée de la phase de relâchement est un peu plus longue par rapport à la phase de relâchement de la première secousse musculaire. Donc ceci
donc est expliqué par la fatigue musculaire, c'est-à-dire que le muscle, lorsqu'il est contracté pendant une longue durée, donc il rentre en fatigue musculaire. Cette fatigue peut être due soit à l'épuisement des éléments indispensables à la contraction musculaire, soit à l'accumulation des déchets dans ce muscle. Donc, parmi les déchets donc, qui peuvent s'accumuler lors de la contraction musculaire, on peut donner l'exemple de l'acide lactique. Donc, au fur et à mesure que le muscle se contracte, donc il y aura accumulation de l'acide lactique. Ceci va entraîner donc une diminution du pH, hein, donc le milieu intérieur des fibres musculaires qui constituent le muscle, donc devient acide et par conséquent, il peut altérer l'activité enzymatique de certaines enzymes donc, qui sont impliquées dans la régénération de l'ATP et par conséquent, il y aura une fatigue musculaire. Alors, on passe maintenant aux phénomènes thermiques et métaboliques qui accompagnent la contraction musculaire. Donc, je commence par les phénomènes métaboliques. Alors, lors de la contraction musculaire, on assiste à une consommation excessive d'oxygène et de nutriments. Ces derniers sont indispensables pour tirer de l'énergie nécessaire pour la contraction musculaire. Il y aura aussi donc une glycogénolyse, une dégradation du glycogène pour tirer du glucose qui va subir donc soit la respiration, soit la fermentation pour tirer de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. On assiste aussi donc à une accumulation de l'acide lactique lors de la contraction musculaire, ce qui signifie que le muscle respire et il fermente, donc pour tirer de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. On assiste aussi à une élévation de la quantité du dioxyde de carbone dégagé, ainsi qu'une libération de l'énergie calorique sous forme de chaleur. Donc, tous ces aspects métaboliques donc, confirment que le muscle donc, il fermente et il respire pour tirer de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Pour l'énergie calorique sous forme de chaleur, on peut distinguer entre une chaleur primaire qui accompagne la phase de contraction musculaire et dans laquelle on peut distinguer entre une chaleur de contraction, c'est-à-dire qui est libérée lors de la phase de la contraction, et une chaleur de relâchement libérée lors de la phase du relâchement. Cette chaleur primaire, elle dure quelques secondes et elle trouve son origine dans la fermentation lactique. Alors que la chaleur retardée, elle apparaît après l'achèvement de la secousse musculaire et elle dure longtemps, elle peut durer jusqu'à quelques minutes, donc, et elle trouve son origine dans la respiration cellulaire. Ce sont les principaux phénomènes donc, qui accompagnent la contraction musculaire. On passe maintenant à la structure et l'ultrastructure du muscle strié. Donc notre muscle strié, donc il est lié à l'os par des tendons qui sont de couleur blanchâtre nacrée. Donc chaque muscle est constitué de plusieurs faisceaux musculaires que vous voyez ici. Donc, et chaque faisceau musculaire est constitué de plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est constituée de plusieurs myofibrilles. Et chaque myofibrie est constituée de myofilaments qui sont des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. Pour la cellule musculaire qui constitue le muscle strié squelettique, elle a donc quelques caractéristiques qui la différencient de la cellule ordinaire. Donc la forme, elle est donc allongée et elle contient plusieurs noyaux. Donc c'est une cellule plurinucléée. Donc elle contient donc un cytoplasme appelé sarcoplasme et elle est délimitée par une membrane plasmique appelée sarcolème. Donc cette cellule musculaire ou cette fibre musculaire, elle a l'aspect donc strié. C'est pour cela qu'on parle du muscle strié squelettique. Strié car on peut distinguer entre des bandes claires et des bandes sombres.